Yippee-ki-yay, motherfucker. Étant considéré aujourd'hui dans le monde entier comme un film charnière de l'histoire du cinéma d'action, Piège de cristal va donc générer péniblement 655 000 entrées au terme de sa carrière en salle en France. En comparaison, Rambo 3, sorti le mois suivant, a donc lui généré 1 900 000 entrées. Et alors que les Français avancent donc à reculons, les Américains, eux, sont déjà dans le futur. Alors que Piège de cristal en est seulement à sa 3e semaine d'exploitation en salle aux États-Unis, le producteur associé de Joel Silver, Lawrence Gordon, embauche le scénariste alors débutant Doug Richardson pour écrire officieusement Die Hard 2. Ayant récupéré les droits du livre, Lawrence Gordon réussit donc à convaincre la Fox de financer l'adaptation de 58 minutes, sans leur dire à aucun moment qu'il ne s'agit de la suite de Piège de cristal. Contrairement à l'adaptation de Nothing Lasts Forever en Piège de cristal qui lui retenait de nombreuses scènes du livre dans le film, il restait en revanche très peu de 58 minutes dans le scénario final de Richardson. Les seules choses qui ont été gardées, c'est l'idée que des terroristes contrôlant l'aéroport et empêchaient les avions de se poser. Après plusieurs mois de travail, le président de la Fox, Joe Ross, convoque Lawrence Gordon pour lui apprendre qu'il veut une suite à Die Hard. Le scénario étant déjà prêt, il le lisa, et enchanté donc à la lecture de ce script, le studio donne le feu vert au film. Et il arrive à Doug Richardson, la même chose qu'à James Stewart sur le premier épisode, Joel Silver vire le scénariste pour le remplacer par Steven de Souza. Son principal apport, la notoriété momentanée de McClane. Donc, ainsi que des scènes d'action encore plus démesurées que dans le précédent. Sorti en salle donc aux États-Unis en juillet 1990 et en France en octobre de la même année, 58 minutes pour vivre réussit l'exploit de dépasser Piège de cristal au box-office américain. Le second donc arrive presque au million d'entrées en France, ce qui est quand même plutôt pas mal, en tout cas c'est bien mieux que le premier. Donc si le film pâtit donc de la comparaison avec l'original, ayant longtemps été regardé comme le moins bon Die Hard, il semble quand même avec le temps prendre un petit peu de patine, la structure proche de celle du premier, le côté post-moderne, introduit par Richardson et surtout développé par De Souza. Donc le retour de certains personnages du premier film, Holly McClane, Richard Turnbull, le sergent Al Powell, qui reviennent donc plus ou moins comme un petit peu des caméos donc, dans cet épisode. Les ralentis aussi esthétiques du réalisateur Renny Harlin, un petit peu emprunté quand même à John Woo. La présence de Franco Nero, plutôt assez connu quand même à l'époque, de Robert Patrick, qui deviendra quelques années plus tard le fameux T-1000 dans Terminator 2. Donc tout ce petit melting pot participe à conférer à l'œuvre un certain charme vintage. Bienvenue à l'heure où le public se plaint que les divertissements deviennent beaucoup trop formatés et édulcorés. Et Doug Richardson dans cette histoire, que devient-il? Embauché puis viré, il n'a même pas pu faire copain avec Bruce Willis. Mais je vous rassure, les choses vont changer au prochain épisode de la saga Die Hard.